Zone 51, le dossier interdit, le mirage du Nevada. Le désert de Mojave, dans le Nevada. Une étendue aride, brûlée par le soleil, où la température au sol frôle régulièrement les 50 degrés. À première vue, il n'y a rien ici. Juste de la poussière, des serpents à sonnettes et des kilomètres de route droite qui se perdent à l'horizon. Mais si vous roulez sur la State Route 365, surnommée à juste titre l'Extraterrestrial Highway, et que vous bifurquez sur un chemin de terre non balisé, vous finirez par vous heurter à une ligne invisible. Il n'y a pas de barrière physique, pas de mur de béton, juste des caméras dissimulées dans les cactus, des capteurs de mouvement enfouis sous le sable et de simples panneaux rouillés plantés dans le sol rocailleux. Le message y est clair, écrit en lettres rouges, installation militaire, entrée interdite, l'utilisation de la force létale est autorisée. Bienvenue sur les Chroniques du Mystérieux. Installez-vous confortablement et préparez-vous à douter de tout ce que l'on vous a appris. Aujourd'hui, nous forçons les portes de l'endroit le plus secret, le plus surveillé et le plus fantasmé de notre planète. Le complexe de Groom Lake, plus connu sous le nom de Zone 51. Pendant près de 60 ans, le gouvernement américain a regardé ses citoyens droit dans les yeux, face caméra, en affirmant que cet endroit n'existait tout simplement pas. Ce n'était qu'un mythe, un mirage pour complotistes. Ce n'est qu'en 2013, sous la pression de la loi sur la liberté de l'information, que la CIA a finalement été contrainte de reconnaître l'existence de la base sur une carte déclassifiée. Mais pourquoi mentir avec un tel acharnement pendant un demi-siècle? Tout commence en 1955. En pleine paranoïa de la guerre froide, la CIA cherche un endroit isolé, à l'abri des regards indiscrets et hors de toute juridiction civile, pour tester son nouveau joyau technologique, l'avion espion U-2. Le lit asséché du lac de Groom Lake, plat comme un miroir et entouré de montagnes infranchissables, est le candidat parfait. Mais très vite, les habitants des petites villes environnantes commencent à voir des choses impossibles dans le ciel nocturne. Des sphères lumineuses qui se déplacent à des vitesses vertigineuses. Des objets qui violent toutes les lois connues de l'aérodynamique et de la gravité. Le Pentagone dément. L'armée explique avec mépris qu'il s'agit de ballons sondes, d'illusions d'optique ou de gaz des marais. Circuler, il n'y a rien à voir. Mais en novembre 1989, un homme de l'intérieur va briser le silence. Et ces révélations vont déclencher une onde de choc qui fera trembler le monde entier. Chapitre 2, l'onde de choc. Novembre 1989. La chaîne de télévision locale Callas TV à Las Vegas diffuse une interview exclusive menée par le journaliste George Knapp. À l'écran, un homme dont le visage est plongé dans l'ombre totale et dont la voix est artificiellement déformée. Il se fait appeler Dennis. Mais la planète ne tardera pas à découvrir son véritable nom, Bob Lazar. Lazar n'est pas un illuminé en quête d'attention. Il affirme, preuve à l'appui, être un physicien engagé par la marine américaine avec une habilitation de sécurité maximale de niveau Majestic. Son véritable lieu de travail, le secteur S4. Une installation souterraine titanesque, creusée à même le flanc de la montagne, située à quelques kilomètres au sud de la base principale de la zone 51, près du lac Papoose. Ce que Bob Lazar raconte ce soir-là va pulvériser toutes les théories existantes pour en créer une nouvelle, terrifiante de précision. Il déclare face à des millions de téléspectateurs que le gouvernement américain ne teste pas de simples avions militaires furtifs. Dans les hangars camouflés du S4, recouverts de sable pour échapper aux satellites russes, Lazar affirme avoir vu de ses propres yeux 9 soucoupes volantes d'origine extraterrestre. Son travail scientifique consistait à faire de la rétro-ingénierie sur le système de propulsion de l'un de ses vaisseaux, un modèle qu'il avait surnommé le modèle Spore. Il décrit avec un vocabulaire ultra technique une propulsion qui ne repose ni sur la combustion, ni sur l'aérodynamique terrestre, mais sur l'amplification et la manipulation de la gravité elle-même. Un vaisseau capable de plier l'espace-temps. Mais Lazar va encore plus loin.
il franchit la ligne rouge. Pour faire fonctionner ces vaisseaux, il révèle l'existence d'un carburant totalement inconnu sur Terre, l'élément 115. À l'époque, en 1989, la communauté scientifique internationale s'esclave. Cet élément n'existe pas dans le tableau périodique. C'est de la pure science-fiction. Lazar est traité d'escroc, de menteur pathologique. Pourtant, en 2003, soit 14 ans plus tard, une équipe de scientifiques russes et américains travaillant ensemble parviendront à synthétiser pour la toute première fois cet exact élément 115, rebaptisé plus tard le moscovium. Comment un imposteur aurait-il pu prédire cela avec une telle précision scientifique, 15 ans avant le reste du monde? Après cette interview, la machine gouvernementale s'est mise en marche pour broyer Bob Lazar. Ses diplômes universitaires du MIT ont étrangement disparu des registres. Ses fiches de paie ont été effacées. Le gouvernement a tenté de prouver qu'il n'avait jamais existé professionnellement. Mais le mal était fait. Son témoignage a agi comme une bombe à retardement, forçant les yeux du monde entier à scruter cette petite parcelle de désert du Nevada. Pourtant, si l'on gratte le vernis du mythe extraterrestre, la vérité qui se cache derrière les barbelés de la zone 51 pourrait s'avérer bien plus sombre, bien plus cynique et tragiquement humaine. Car ce que le gouvernement a voulu cacher à tout prix a coûté la vie à ses propres hommes. Chapitre 3. Rétrogenement sortir. Pour comprendre la zone 51, il faut comprendre une règle d'or des services de renseignement. Le meilleur moyen de cacher un secret, c'est de laisser les gens croire à une absurdité. Et si les petits hommes verts de Roswell n'étaient en fait que l'écran de fumée parfait? Si Bob Lazar a dit la vérité sur une chose, c'est bien sûr le niveau de technologie qui était dissimulé dans les hangars de Groom Lake. Car dans les années 60, 70 et 80, pendant que le public américain fantasmait sur les extraterrestres, les ingénieurs de la CIA et de Lockheed Martin, la plus grande entreprise d'armement au monde, accomplissaient de véritables miracles technologiques. Des projets connus sous le nom de Black Programs. Des programmes noirs, sans budget officiel, sans existence légale. Laissez-moi vous brosser un tableau. Imaginez que vous êtes un automobiliste traversant le désert du Nevada au crépuscule en 1972. Soudain, vous voyez une forme argentée, sans aile apparente, fendant le ciel à plus de 3000 km/h, volant si haut que le ciel au-dessus d'elle est presque noir. Vous appelez la police. Vous criez à l'OVNI. Vous en êtes convaincu. Ce que vous avez vu n'est pas humain. Sauf que ce n'était pas un vaisseau alien. C'était la 12 Oxcart, le précurseur du célèbre SR-71 Blackbird, un avion espion en titane massif, capable de voler à Mach 3. Et que dire des années 80? Des dizaines de civils jurent avoir vu des triangles noirs silencieux planer dans la nuit, absorbant la lumière des étoiles. Des vaisseaux extraterrestres? Non. C'était le F-117 Nighthawk, le tout premier bombardier furtif de l'histoire. Un avion entièrement noir, taillé en facettes anguleuses, totalement invisible au radar. Une technologie qui avait littéralement 30 ans d'avance sur tout ce que le public connaissait. Quand vous êtes confronté à une technologie qui a un demi-siècle d'avance sur votre époque, votre cerveau n'a qu'un seul mot pour la décrire, la magie, ou bien la technologie extraterrestre. Et la CIA a compris quelque chose de brillant. Plutôt que de faire taire les rumeurs d'OVNI, elle a décidé de les encourager. C'était l'alibi parfait. Si un civil apercevait un prototype top secret et criait à la soucoupe volante, le gouvernement le laissait passer pour un fou. Le secret militaire était préservé par le ridicule de la situation. Mais pour concevoir ces monstres de technologie, pour créer ces peintures furtives capables d'absorber les ondes radar, pour tester ces matériaux exotiques, l'armée a dû utiliser des produits chimiques d'une toxicité absolue. Et ce que nous allons voir maintenant n'a rien à voir avec les aliens. C'est un drame humain, bien terrestre, qui constitue la page la plus sombre et la plus honteuse de l'histoire de la zone 51. Le vrai scandale de Groom Lake.
Nous sommes au début des années 1990. La base de Groom Lake tourne à plein régime. Des milliers de civils travaillent sur le site. Ce sont des ouvriers, des soudeurs, des agents d'entretien, des spécialistes en sécurité. Des pères de famille qui gagnent bien leur vie, mais qui ont dû signer des clauses de confidentialité draconiennes. Interdiction formelle de parler de leur travail, même à leurs épouses. Dans cette forteresse, l'élimination des déchets classifiés est un problème majeur. On ne peut rien jeter à la poubelle. On ne peut rien envoyer dans une décharge civile. Tout ce qui touche aux avions furtifs doit disparaître. Les disques durs, les composants électroniques et surtout, les restes de revêtements chimiques furtifs qui recouvrent les avions. L'ordre est donné par les commandants de la base, brûlez tout. À quelques centaines de mètres seulement des baraquements où dorment les ouvriers, d'immenses fosses à ciel ouvert, de la taille d'un terrain de football, sont creusées dans le sable. Chaque semaine, des camions y déversent des tonnes de déchets top secrets, arrosés de carburant d'aviation, et on y met le feu. Aucune précaution environnementale n'est prise. Aucun masque à gaz n'est fourni aux ouvriers. Des nuages de fumée toxique, épais, noirs, aux reflets parfois verts ou jaunes, s'élèvent dans le ciel du Nevada. Cette fumée toxique dérive directement sur les campements des travailleurs. Ils respirent des dioxines pures, du plastique fondu et des composants chimiques si secrets que même les médecins ignorent leur composition. Très vite, le cauchemar commence. Des dizaines d'ouvriers commencent à développer des maladies foudroyantes, des éruptions cutanées atroces, des insuffisances respiratoires aiguës et des cancers rares. Des hommes dans la force de l'âge s'étouffent dans leur propre lit. 2 d'entre eux meurent dans d'atroces souffrances, littéralement consumés de l'intérieur. Leurs veuves, Ellen Frost et Stella Casa, tentent l'impossible, poursuivre le gouvernement des États-Unis en justice pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui. Elles veulent savoir ce que leurs maris ont respiré pour que les médecins puissent au moins tenter de soigner les survivants. Pause dramatique très longue, 5 secondes. La musique devient pesante, un bourdonnement sourd s'installe. Mais face au désespoir de ces familles, la réponse du gouvernement américain sera d'un cynisme glacial. Les avocats du département de la Défense se présentent au tribunal et déclarent « La base où ces hommes affirment avoir travaillé n'existe pas. Ces hommes n'y ont donc jamais travaillé et les produits chimiques qu'ils auraient soi-disant respirés sont couverts par le secret défense national. » Pire encore. En 1995, pour bloquer définitivement l'enquête environnementale, le président Bill Clinton signe un décret présidentiel exceptionnel. Ce décret exempte purement et simplement la zone de Groom Lake de toutes les lois américaines sur la protection de l'environnement au nom de la sécurité nationale. Le message est clair, l'État a le droit d'empoisonner ses propres citoyens et le secret d'État est plus important que la vie humaine. Les plaintes sont rejetées, les ouvriers sacrifiés et leurs familles abandonnés dans le silence du désert. Ce drame humain, étouffé sous les rumeurs d'extraterrestres, est le véritable squelette dans le placard de la zone 51. Un secret bien terrestre, protégé par une paranoïa qui, aujourd'hui encore, repousse toutes les limites. Car si vous pensez que la sécurité était extrême dans les années 90, vous n'êtes pas prêt de découvrir comment la base se protège aujourd'hui. Janet Flight 6, cleared for departure over. Chapitre 5, le vol Janet et la forteresse numérique. Las Vegas, Nevada. La ville du péché, du bruit, de la lumière et des illusions. Chaque jour, des centaines de milliers de touristes affluent à l'aéroport international Harry Reid, l'un des plus fréquentés au monde, pour venir flamber dans les casinos. Mais ce que 99% de ces touristes ignorent, c'est qu'ils partagent le tarmac avec la compagnie aérienne la plus secrète de la planète. Si vous regardez attentivement du côté ouest de l'aéroport, loin des terminaux civils, vous apercevrez un bâtiment privé, hautement sécurisé, surnommé le terminal Gold Coast. Devant ce bâtiment stationnent d'étranges avions de ligne, des Boeing 737. Ils sont entièrement blancs, aucun logo, aucune inscription.
Seulement une longue ligne rouge sans peinte le long du fuselage. Ce sont les vols Janet. Le gouvernement n'a jamais confirmé la signification de cet acronyme, mais dans le milieu du renseignement, on dit que cela signifie « Just another non-existent terminal », juste un autre terminal inexistant. Chaque matin, aux aurores, des milliers d'hommes et de femmes en costume cravate ou en tenue de technicien se garent sur un parking ultra sécurisé, franchissent des portiques dignes du Pentagone et embarquent dans ces avions blancs sans logo. Leur destination ? Un aéroport militaire qui ne figure sur aucune carte civile officielle. Un vol de 45 minutes vers le nord-ouest, au-dessus du désert brûlant, pour aller travailler à la zone 51. C'est le paradoxe ultime. Le secret le mieux gardé d'Amérique se cache en plein jour, au milieu de la ville la plus extravagante du monde. Des milliers de personnes font ce trajet quotidiennement. Des milliers de personnes qui rentrent dîner avec leur famille le soir à Las Vegas en ayant l'interdiction absolue de prononcer un seul mot sur ce qu'ils ont vu ou fait pendant leur journée de travail. Mais que se passe-t-il si vous ne prenez pas l'avion ? Que se passe-t-il si, comme des milliers de curieux chaque année, vous décidez de prendre votre voiture, de rouler sur la fameuse route 375 et de tenter d'approcher la base par la terre ? Oubliez tout ce que vous avez vu dans les films d'infiltration. Aujourd'hui, la zone 51 n'est plus protégée par de simples grillages. C'est devenu une forteresse numérique, un cauchemar technologique implacable. Bien avant d'arriver au fameux panneau d'avertissement qui marque la frontière de la zone réglementée, vous êtes déjà surveillé. Sous la route de terre que vous empruntez, l'armée a enfoui des centaines de capteurs sismiques et olfactifs ultra sensibles. Ces capteurs sont tellement perfectionnés qu'ils sont capables de faire la différence entre les vibrations terrestres d'un coyote qui court, d'une vache qui marche ou d'un véhicule civil qui s'approche. Dès que vos pneus touchent la piste de Groom Lake Road, l'alarme silencieuse retentit dans un poste de commandement souterrain. Sur les collines environnantes, à des kilomètres de distance, des caméras thermiques FLIR fixent la route. Elles voient la chaleur de votre moteur, la chaleur de votre corps, même en pleine nuit noire. Et puis, il y a la milice de l'ombre, les Camo Dudes. Ce ne sont pas des militaires en uniforme officiel, ce sont des sous-traitants privés lourdement armés, embauchés par des sociétés de sécurité paramilitaires. Vous ne les verrez pas tout de suite, mais eux vous voient. Ils sont postés au sommet des crêtes, à bord de pick-up Ford Raptor ou Chevy Silverado blanc ou couleur sable, moteur éteint. Ils scrutent chaque véhicule avec des jumelles à vision nocturne surpuissante. Si vous vous approchez de la ligne invisible, ils descendent de la montagne et viennent se positionner face à vous, de l'autre côté de la frontière. Ils ne vous parleront pas. Ils ne répondront pas à vos signes. Ils se contenteront de vous fixer, le fusil d'assaut M4 à portée de main, pendant que le passager filmera votre visage et relèvera votre plaque d'immatriculation pour l'envoyer directement au serveur du FBI. Dans les années 90, il était encore possible de grimper sur deux montagnes publiques, Freedom Ridge et Whitesides, pour apercevoir la base de loin. Le gouvernement a réglé le problème de la manière la plus brutale qui soit. Il a confisqué ces montagnes. Il a purement et simplement racheté des milliers d'hectares de terres publiques pour étendre le périmètre de sécurité, de telle sorte qu'il est aujourd'hui physiquement et géographiquement impossible d'apercevoir le moindre bâtiment de la base depuis le sol. Et si, par folie ou par défi, vous décidez de faire un pas de trop et de franchir cette ligne invisible. L'arrestation est immédiate, violente. Vous serez plaqué au sol, menotté, fouillé. Votre matériel photo et vidéo sera confisqué et détruit. Vous écoperez d'une amende fédérale de plusieurs milliers de dollars et d'un fichage à vie pour intrusion sur une installation militaire de classe A. Et ça, c'est si vous avez de la chance. Car la dernière ligne du panneau d'avertissement n'est pas une métaphore. Use of deadly force authorized. L'utilisation de la force létale est autorisée. Dans The Box, l'espace aérien rectangulaire et interdit qui surplombe la base, tout aéronef civil non identifié sera abattu sans sommation par des missiles solaires. Groom Lake
est devenue la forteresse la plus impénétrable de l'histoire humaine. Une prison à l'envers, conçue non pas pour empêcher les gens de sortir, mais pour les empêcher d'entrer. Mais avec une telle obsession de la sécurité, on est en droit de se poser une question troublante. L'armée américaine déploierait-elle un tel arsenal, des capteurs sismiques aux milices privées, avec un budget de plusieurs dizaines de milliards de dollars, juste pour cacher de simples avions? Surtout quand on sait que le Pentagone lui-même a récemment fait une déclaration officielle qui a secoué le monde entier. Une déclaration qui pourrait bien redonner tout son sens au dire de Bob Lazar et relancer le mythe extraterrestre de plus belle. Chapitre 10. La vérité déclassifiée. Pendant 70 ans, le gouvernement américain a eu une ligne de conduite inébranlable concernant les ovnis. Une règle d'or, le déni absolu. Quiconque affirmait avoir vu une soucoupe volante était publiquement humilié, traité d'illuminé ou de théoricien du complot. Le projet Blue Book, l'enquête officielle de l'US Air Force, avait conclu dans les années 60 qu'il n'y avait aucune preuve d'activité extraterrestre. Affaire classée, jusqu'à une date très précise. Un jour où le vernis du mensonge s'est fissuré de la manière la plus spectaculaire qui soit. En 2017, le prestigieux New York Times lâche une véritable bombe médiatique. Le journal révèle l'existence d'un programme secret du Pentagone, l'AATIP, doté d'un budget de 22 millions de dollars, chargé d'enquêter secrètement sur les rencontres entre des pilotes militaires et des engins inconnus. Mais le véritable séisme a lieu en 2020, puis en 2021. Le département de la Défense des États-Unis, l'institution la plus puissante au monde, déclassifie officiellement 3 vidéos enregistrées par les caméras infrarouges de ses propres avions de chasse de la Navy. Les fameuses vidéos Tic Tac, Gimbal et Go Fast. Le Pentagone change de vocabulaire. On ne parle plus d'OVNI, trop connoté. On parle désormais de PAN, phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et les déclarations officielles qui accompagnent ces vidéos font froid dans le dos. L'armée américaine avoue, publiquement et devant le Congrès, qu'elle ne sait absolument pas ce que sont ces objets. Ces objets n'ont pas d'aile. Ils n'ont pas de système de propulsion visible. Ils ne dégagent aucune chaleur d'échappement. Pourtant, ils sont capables de passer d'une vitesse nulle à une vitesse hypersonique en une fraction de seconde. Ils peuvent plonger de 25 mètres d'altitude jusqu'au niveau de la mer sans créer le moindre bang supersonique, défiant littéralement toutes les lois de la physique et de l'aérodynamique que nous connaissons. Le renseignement américain est formel. Cette technologie n'appartient pas aux États-Unis. Et selon eux, elle n'appartient ni à la Russie, ni à la Chine. Alors, à qui appartient-elle? Si la plus grande puissance militaire du monde admet qu'il existe des véhicules dans notre atmosphère qui surpassent notre compréhension de la physique, alors que devons-nous penser des révélations de Bob Lazar en 1989? Si les objets filmés par la Navy aujourd'hui utilisent une technologie de manipulation de la gravité, n'est-ce pas exactement, mot pour mot, ce que Lazar décrivait il y a plus de 30 ans en parlant des vaisseaux cachés dans le secteur S4 de la zone 51? La zone 51 est peut-être le plus grand tour de magie de tous les temps. Pendant que les caméras du monde entier, les touristes et les ufologues fixent obsessionnellement les barrières de Groom Lake, le gouvernement teste peut-être ses véritables secrets bien plus loin, ailleurs, dans l'ombre d'autres bases souterraines dont nous ignorons même le nom. Mais une chose est sûre, le désert du Nevada n'a pas fini de nous livrer ses secrets, car Groom Lake n'est que l'œil du cyclone. Merci d'avoir suivi cette enquête massive des chroniques du mystérieux jusqu'au bout. J'espère que cette plongée dans les secrets de la zone 51 vous a fait vibrer. Si ce format documentaire vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour soutenir mon travail. Le pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche pour ne rien rater. Le débat continue dans l'espace commentaire. Selon vous, les vidéos déclassifiées par le Pentagone sont-elles la preuve ultime d'une technologie non humaine
ou une simple diversion du gouvernement. Je lirai toutes vos théories. Vous pensiez que la zone 51 était l'endroit le plus dangereux de l'Ouest américain? Détrompez-vous. Juste à côté de cette base ultra sécurisée s'étend une vaste zone montagneuse et désertique. Une zone où, depuis plus de 60 ans, plus de 2000 avions se sont volatilisés. Des pilotes expérimentés, des avions de ligne, des jets militaires, évaporés en plein vol, sans aucun appel de détresse. Aucune carcasse n'est jamais retrouvée. Vendredi prochain, à 20h, les chroniques du mystérieux entrent dans l'une des zones les plus meurtrières et inexpliquées de la planète. Préparez-vous à survoler le triangle du Nevada,